Regardez bien ce paysage, il n'a absolument rien à voir avec ce qu'il était il y a quelques années. C'est le golfe de la Presqu'île en France, donc en Vendée, et il y a 15 ans, c'était un quartier avec des dizaines de maisons. La France se réveille meurtrie par Xynthia. La tempête Xynthia. La tempête Xynthia. La tempête Xynthia. Dans la nuit du 27 février 2010, la tempête Xynthia a frappé la côte atlantique, la mer a franchi les digues et 47 personnes sont mortes, dont 29 ici à la Faute-sur-Mer. Après la catastrophe, l'État a décidé que ce quartier serait rasé, il était jugé trop exposé. Et depuis cette ville, elle est devenue un symbole de ce que l'on va analyser et voir aujourd'hui. Tous ces villages, toutes ces villes, tous ces territoires français qui vont disparaître avec la montée des eaux. Je vais vous raconter pourquoi est-ce que la France sera transformée pour toujours dans les prochaines années. Pourquoi est-ce que des millions de Français sont directement concernés. Et vous entendrez aussi des témoignages de personnes qui ont dû faire face à ces tragédies du fait de cette situation historique. Mais avant de poursuivre la vidéo, un mot de notre partenaire Odoo qui peut vraiment vous aider si vous vous lancez dans un projet mais que vous rencontrez des difficultés pour tout gérer. L'ennemi des personnes qui sont dans cette situation, ce n'est pas le manque d'envie, mais c'est plutôt l'accumulation des tâches. Dans ces moments-là, on ne sait plus par où commencer et on finit par ne rien faire. Imaginons vous avez envie de créer un podcast audio. Pour cela, il faudra penser au concept, préparer les épisodes, acheter du matériel, trouver l'endroit pour enregistrer, réaliser les sessions d'enregistrement et enfin publier l'épisode. Et c'est là qu'intervient Odoo, une plateforme de gestion tout en un qui regroupe plus de 45 applications. Parmi elles, l'application Projet pour vous aider à avoir une vue claire et structurée de vos idées. Vous pouvez alors créer un projet à partir de zéro, le découper en étapes et attribuer des tâches à des responsables avec des échéances. Tout est centralisé au même endroit, les fichiers comme les échanges internes et externes. Et vous pouvez aussi visualiser l'avancée du projet de différentes façons en fonction de vos préférences. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le lien en description pour avoir accès gratuitement et à vie à une première application. Et pour aller plus loin, l'ensemble des applications est accessible à partir de 19,90 € par mois. Maintenant, on vous laisse avec votre vidéo. Depuis 1900, le niveau moyen des océans a déjà grimpé de près de 20 cm. Il pourrait continuer à grimper jusqu'à 1 mètre d'ici 2100, notamment si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuit. Et pour comprendre ce que ça veut dire et à quel point 1 mètre c'est absolument colossal, il faut se pencher sur deux phénomènes. L'érosion. L'érosion, c'est donc le grignotage progressif de la côte par la mer. Et l'autre phénomène, c'est la submersion. La submersion, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'inondation temporaire d'une zone côtière, souvent lors d'une tempête ou alors d'une marée haute. L'un des emblèmes absolument marquants de l'érosion en France, c'est l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. On est donc sur la côte girondine. C'est un immeuble qui a été construit à la fin des années 60, à plus de 200 mètres de l'océan. Et c'est un bâtiment de 4 étages avec 78 appartements qui trônent sur la dune face à la mer. Mais au fil des années, la mer a progressivement avancé à une vitesse moyenne de 2,5 mètres par an, grignotant presque toute la dune et rapprochant le Signal à seulement quelques mètres de l'eau. Face à cette eau qui devenait extrêmement menaçante, les habitants ont finalement été évacués en 2014 et un long processus juridique s'est engagé pour décider du sort du bâtiment. Ce n'est qu'en février 2023 que la destruction de l'immeuble a commencé, symbolisant la fin d'une époque. Cette affaire a surtout montré une chose, évidemment la mer avance et parfois il faut renoncer à des bâtiments entiers et ce qui est arrivé à Soulac-sur-Mer peut évidemment se produire ailleurs. Et avant de voir les scénarios et les zones qui pourraient être touchées en France, puisque vous allez le voir, il y a énormément de personnes qui sont concernées, il faut rappeler que tout cela, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Ça, globalement, c'est assez connu. Le premier phénomène qui est lui évident, c'est donc le phénomène de la fonte des glaces qui, forcément, va ajouter progressivement de l'eau aux océans. Là-dessus, je vous fais pas un dessin, ça paraît évident. Mais l'autre élément à connaître, c'est l'expansion thermique. En gros, l'océan absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur de la planète. Or, en se réchauffant, l'eau se dilate et contribue donc à faire monter le niveau des mers. Ce qui est inquiétant, c'est que selon le GIEC, la vitesse de montée, elle a triplé. Elle est passée de 1,3 mm par an au début du XXe siècle à 3,7 mm par an entre 2006 et 2018. Et évidemment, moins on freine le réchauffement climatique, et bien plus la montée des eaux s'accentue. En France, c'est plus de 17 millions de personnes qui pourraient être exposées aux conséquences des inondations par débordement de cours d'eau. Par ailleurs, 1,4 million d'habitants sont exposés au risque de submersion marine. Autrement dit, on le disait, les risques
d'inondations qui sont liés à la montée du niveau de la mer sur les zones littorales. Et ces risques ne touchent pas seulement l'Hexagone. Dans les territoires d'outre-mer aussi, la pression de la mer se fait sentir, parfois même d'ailleurs de façon encore plus importante. À Mayotte, une partie du littoral et des routes côtières est déjà fragilisée par l'érosion, tandis qu'en Guadeloupe et en Martinique, des projets de relocalisation des quartiers littoraux sont en cours, avec des maisons trop exposées qui sont détruites et des habitants relogés plus en retrait. En Martinique, c'est absolument colossal. Pour vous donner une idée, certaines estimations évoquent une perte de 9 à 13% de la superficie de l'île d'ici à 2100, le tout donc si la montée du niveau de la mer se poursuit. Résultat, en 2022, le gouvernement a publié pour la première fois une liste de 126 communes côtières en métropole et dans les outre-mer qui devront mettre en place des dispositifs pour s'adapter à l'érosion du littoral. Une liste qui depuis a été élargie puisque 2 ans après, c'est désormais 317 communes qui sont concernées. Pour ce qui est de la France métropolitaine maintenant, si la façade atlantique concentre une grande partie de ces zones à risque, notamment en Bretagne, en Normandie ou encore en Nouvelle-Aquitaine, la Méditerranée n'est pas épargnée pour autant. En Camargue par exemple, le trait de côte recule parfois de plusieurs mètres par an. Et sur le littoral méditerranéen, des villes comme Marseille, Nice, Sète ou encore Fréjus comptent des quartiers littoraux qui sont particulièrement vulnérables. Les zones les plus basses, notamment les zones portuaires ou touristiques parmi les plus connues en France, pourraient être de plus en plus exposées à des épisodes de submersion marine d'ici à la fin du siècle. Mais malheureusement, sur d'autres parties du littoral, la menace est déjà devenue réalité. C'est une violente tempête qui s'annonce. Au total, 73 départements sont en vigilance orange. 4 d'entre eux ont même été placés en alerte rouge. La Charente-Maritime, la Vendée, la Vienne et les Deux-Sèvres. En 2010, la tempête Xynthia a frappé la côte vendéenne et en une nuit, l'eau a tout submergé. 47 personnes sont mortes, dont 29 à la Faute-sur-Mer où nous sommes allés. Nous y avons rencontré Elisabeth Tabary qui a perdu cette nuit-là son mari et son petit-fils de 2 ans et demi. Ce jour-là, son fils et sa belle-fille avaient amené le petit qu'Elisabeth devait garder pendant les vacances. Le petit-fils était donc au rez-de-chaussée avec Elisabeth et le mari d'Elisabeth, tandis que les parents dormaient à l'étage, un étage accessible seulement par l'extérieur. 3h15, j'ai entendu du bruit dans les water. Je suis allée voir. J'ai pas compris ce qui se passait. Et quand j'ai voulu aller dans la maison, je suis arrivée dans la salle à manger, il y avait de l'eau qui passait et qui montait à une vitesse. Donc j'étais réveillé mon mari en disant, on a de l'eau. Et mon mari, qui était conscient de la situation, a dit, c'est la digue qui a cédé. On est fichu. C'était vraiment, c'était ces mots. Hein. Et puis l'eau est montée à une vitesse, je vous dis pas. Dès qu'il y a eu de l'eau, je suis allée chercher le petit-fils. Mon mari l'a gardé dans la salle à manger. Moi, j'ai essayé d'ouvrir des portes et d'appeler au secours. Il n'y avait pas de réseau, donc les téléphones ne marchaient pas. Impossible d'appeler les secours. J'ai des voisins en face qui étaient à l'étage qui me parlaient, je leur répondais. Mais on pouvait même pas traverser la route et mes voisins pouvaient même pas venir m'aider. C'était pas possible avec ces cascades d'eau qui arrivaient, c'était pas possible. Moi, je me suis à 1m50, il y avait de l'eau, je vous dis, j'ai remonté jusqu'à 1m95. Hein. 1m95 par rapport au plafond de la cuisine, on avait juste de quoi respirer. Hein. Mon mari est arrivé, il m'a dit, je me sens pas bien. Bon, il était malade, il était sous oxygène, donc voilà. Et puis, il est décédé. Et moi, j'étais montée sur la poignée de porte de cuisine. Parce que c'était plus haut, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait plus rien, tout flottait. Et je m'étais accrochée là. Et j'avais le petit dans les bras, puis tout d'un coup, voilà, le petit a eu froid. Pas été noyé, il a eu froid. Le fils et la belle-fille d'Elisabeth, qui étaient à l'étage, n'ont rien entendu. Ils pensaient à une tempête classique et étaient très loin d'imaginer ce qu'il se passait dans l'appartement. Ce n'est que le lendemain matin que le fils d'Elisabeth apprend que son père et son fils sont morts dans cette tempête. Il découvre aussi sa mère, inconsciente, et l'intérieur d'une maison dévastée. À la maison, il n'y avait plus rien. Tout était en l'air. On pouvait pas. Il y avait des meubles partout. Tout était cassé. Tout était dans la vase. Et c'était vraiment, à part les gros meubles, c'était lamentable tout ce qu'on avait. Hein. Tout était. C'était SDF. Hein, c'est clair. Nous n'avons pas le droit de laisser nos concitoyens se réinstaller comme si de rien n'était. Là où il y a risque mortel, personne ne reviendra
y habiter. Comme tous les propriétaires de cette zone, Elisabeth a finalement dû vendre sa maison à l'État. Et après le passage de Xynthia, la Faute-sur-Mer a relogé les familles et repensé complètement l'aménagement du quartier qui était jugé beaucoup trop exposé. En tout, ce sont plus de 600 maisons qui ont été rasées. Et là où se trouvaient autrefois les habitations, il n'est désormais plus possible de construire. À la place, un golf a été aménagé avec des arbres symboliques qui ont été plantés là où des maisons ont disparu et où des familles ont été endeuillées. Depuis, les habitants aux alentours doivent apprendre à vivre avec cette menace. Les digues ont été renforcées ou construites sur plusieurs kilomètres. Les zones à risque ont été clairement identifiées et un système d'alerte a été mis en place pour prévenir les habitants dès qu'un danger est détecté. Mais ça va même beaucoup plus loin puisque la mairie a même imposé l'aménagement de pièces de survie à l'étage pour pouvoir donc se réfugier en hauteur en cas d'inondation. Elle a aussi développé des exercices réguliers de montée des eaux et créé plus largement un réseau de voisins référents pour identifier les personnes vulnérables en cas d'alerte. L'objectif, c'est aussi d'installer une véritable culture du risque. C'est pas seulement l'idée de se souvenir de Xynthia, c'est aussi l'idée de transmettre aux nouvelles générations la connaissance de ce territoire et de sa vulnérabilité. Et pour mieux comprendre comment est-ce que ces enjeux se traduisent sur le terrain et comment est-ce que les habitants peuvent se protéger, on s'est penché sur le cas de l'île de Noirmoutier. Ici, c'est très simple, les 2/3 de l'île se trouvent sous le niveau de la mer. Autrement dit, sans tout un système de digues de protection, une grande partie de l'île serait aujourd'hui recouverte par l'eau. Et d'ailleurs, le passage du Gois le rappelle chaque jour, c'est une route qui relie l'île au continent à marée basse et qui disparaît entièrement lorsqu'on est à marée haute. Alors pour saisir comment est-ce que les habitants vivent avec ce risque latent, on a rencontré Paul Lenaille. Il est président de l'ASA des Dunes du Vieil. Pour protéger le littoral, l'ASA combine plusieurs types d'ouvrages. Les perrets, qui sont comme des murs qui sont construits sur les dunes, mais aussi des enrochements qui vont absorber la puissance des vagues et éviter qu'elles ne rebondissent trop fort. Il y a enfin les épis qui vont permettre de bloquer le sable et permettre de maintenir un niveau de plage élevé. Et pour Paul, tout a commencé avec une simple question de son fils. Il me dit, papa, ça sert à quoi de retaper la maison à l'intérieur si elle va finir sous l'eau? On a des ouvrages qui sont complètement fatigués et qui vont casser et on perdra tout. Donc à l'époque, il m'a demandé d'acheter quelques sacs de ciment pour qu'il puisse lui-même maçonner, il est assez manuel. Puis je lui ai dit, écoute, on va faire ça ensemble et on a commencé à travailler ensemble comme ça. Et par la suite, j'ai sollicité les propriétaires pour des demi-journées de travail, 2 demi-journées de travail l'été, pour que ensemble, tout le monde mette la main à la pâte et rénove, et regarde, et rénove petit à petit. C'est des ouvrages qui sont dans l'eau. Et dans l'eau, il y a du sable. Et donc c'est comme si on est passé au papier de verre en permanence. Donc les épaisseurs de béton diminuent, les épaisseurs de pierre diminuent. Donc si on n'entretient pas, si on ne fait pas des mises à jour, si on ne refait pas des morceaux complets, ou si on ne rajoute pas d'épaisseur, vraiment il n'y a plus rien. Pendant notre rencontre, Paul a insisté sur l'enjeu économique de ces ouvrages. L'ouvrage qu'on a construit, qui a coûté 160 000 € hors taxe. C'est un ouvrage qui fait 160 mètres. 160 000 €, 160 mètres. Donc c'est 1 000 € du mètre linéaire. L'alternative, si on n'avait pas construit cet ouvrage, il aurait fallu certainement détruire les maisons. Donc à peu près 5 maisons qui correspondent à ces 160 mètres de maisons qui ont un certain prix. Il aurait fallu les construire ailleurs, donc construire des nouveaux réseaux d'eau, d'électricité, etc. Mais il y en aurait eu pour bien plus cher. Je ne parle même pas de l'expropriation des maisons. Juste la reconstruction des nouveaux réseaux aurait coûté plus cher que de défendre. Mais Paul nuance ce raisonnement en nous indiquant aussi que ça dépend des zones. Dans des zones sauvages où rien n'est bâti, la protection n'est pas forcément toujours pertinente. En tout cas, une chose est sûre, l'entretien des dunes est une responsabilité collective. Un seul mur non réparé et c'est tout un secteur du littoral qui peut devenir vulnérable. Mais pour certains, ce n'est pas forcément la seule solution possible. Et c'est par exemple le pari de Éric Daniel Lacombe, un architecte spécialisé dans la question des risques naturels. Lui estime qu'une autre solution, c'est d'apprendre à vivre avec l'eau. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les situations et à tous les risques, mais il a tout de même appliqué cette méthode à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. En fait, c'est très intéressant à analyser. À la fin des années 2000, la ville cherchait à reconvertir une ancienne usine qui était située entre le centre-ville et la rivière. Et au début, donc, l'équipe va dessiner un nouveau quartier en suivant les règles classiques de l'architecture. Sauf qu'au bout de 2 ans de dessin, la préfète nous annonce que l'inondation va arriver. Je dis bien que l'inondation va arriver. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore là. Vous êtes sur un terrain sec et on vous annonce que demain, vous aurez 1,50 m d'eau. Personne n'y croit. Face à cette réalité, Éric Daniel Lacombe revoit alors ses dessins et il écarte la solution classique qui consisterait à construire des digues. On a fait des creux et des bosses. Ce qui fait que quand l'eau arrive
eh bien vous conservez de l'eau dans les creux, donc vous faites de la rétention. Et on a fait des bosses parce que d'abord, ça vous permet de vous mettre à l'abri, c'est ce qu'on appelle des trottoirs. Et donc, entre les creux et les bosses, l'eau n'a pas arrêté de monter et descendre, et c'est à nouveau essoufflé. Les creux sont remplis à moins 1,50 m, puis on arrive au niveau du sol naturel, puis on avait placé les trottoirs à plus 1 mètre. Vous voyez, ça fait déjà 2,50 m d'amplitude. C'est pratiquement 36 heures d'alerte pendant lesquelles vous décidez d'enlever votre voiture, d'éloigner les personnes âgées et finalement de vous mettre à l'abri. Ces creux et ces bosses ont aussi permis à la rivière de redescendre naturellement, ce qu'on appelle gravitairement, dans la rivière elle-même. Alors que dans les autres morceaux de la ville, elle est restée 3 semaines. Cette réussite à Romorantin, c'est donc une leçon pour le territoire. Alors certes, gérer une rivière, c'est pas la même chose que gérer un océan, mais le principe reste le même, créer des zones tampons qui vont absorber l'eau plutôt que de la repousser à tout prix à l'aide de digues. Des digues qui, si elles sont mal entretenues, peuvent rompre et avoir des effets dévastateurs, on l'a vu à la Faute-sur-Mer. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui me paraissait essentiel à analyser aujourd'hui. Si ce grand format vous plaît, nos autres formats pourrait aussi vous intéresser, notamment notre podcast. Vous allez pouvoir retrouver dès maintenant à la fois notre format des actus du jour, notre format des actualités culturelles et surtout nos formats d'interviews que l'on fait régulièrement avec des chercheurs et des experts sur un certain nombre de sujets. Pour vous abonner et écouter tout ça facilement, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Autrement, je vous mets les liens directement en description. Un grand merci à Léa et à Vanon qui se sont rendus sur place pour recueillir ces témoignages précieux sur ce sujet essentiel. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.